il est 12h20, nous avons, disons, entre nous une petite demi-heure. Je vous propose que nous groupions un certain nombre de questions. Je vous demande de ne pas être trop long, de façon à ce que le maximum puisse s'inscrire. Vous pourrez poser des questions aux intervenants de ce matin. Vous vous présentez et, encore une fois, essayez de ne pas faire trop long, car prendre la parole, c'est aussi la prendre aux autres. Alors, dans l'ordre, qui commence? Bakar, dans le fond. Très bien, on y va. Il y a beaucoup d'hommes, je n'ai pas vu. Il faut respecter un minimum de parité, parce que sinon, je sens que ça va jaser tout à l'heure. Alors, si nous avons quelques amis, camarades qui veulent prendre la parole. Bon, et Catherine qui a demandé la parole. Babacar et Catherine, voilà. Oui, bonjour, Babacar Lam. Moi, je suis le Nantais. Je viens de Nantes. Ça se voit, Babacar. Oui, je suis le Nantais. Voilà, je suis aussi le président du comité de laïcité République donc, de la région, donc des Pays de la Loire. Alors, moi, je profite du fait qu'on a un élu de la République ici pour lui faire une adresse, en fait, parce que je trouve que quand ils se réunissent ici, qu'ils voient ce tableau-là, c'est un tableau où il y a des grands hommes, en fait. Et quand c'est ces grands hommes qui ont construit ce pays, qui ont construit ce pourquoi on est là, et comment eux, ils peuvent se retrouver ici, après sortir, avoir certains comportements. Parce que quand on voit actuellement qu'ils sont en train de jouer avec la laïcité, c'est-à-dire qu'ils mettent en danger un pays dont ils sont héritiers de tout ce qui se passe ici, tout ce que le monde entier nous envie. Et pourquoi? Moi, je me demande pourquoi ils ont ce comportement-là, quoi. Et donc, je me dis que j'ai une suggestion à faire. Parce qu'on a parlé tout à l'heure école et citoyenneté, on s'adressait certainement aux enfants. Je me dis peut-être qu'il faudrait peut-être réfléchir à ce qu'ils réapprennent ce que c'est que la laïcité, qu'ils réapprennent leur République, qu'ils réapprennent l'histoire de leur pays. Voilà, donc ça c'était une demande et je voudrais aussi dire aussi quelque chose que Patrick a dit, c'est-à-dire que c'est un encouragement en même temps parce que les citoyens prennent le pas sur les élus et c'est encourageant parce qu'ils seront obligés de suivre. Et dernière chose en détail, c'est que quand, je crois Mitterrand qu'il avait dit, c'est un peu méchant quand même, mais après Chirac, tout le monde peut devenir président. Et aujourd'hui, on est dans ce moment-là où on a des présidents qu'on ne sait pas de qu'est-ce qu'ils président, quoi. C'est une façon d'être un peu méchant. Merci. Il y a pire que nous, hein. Est-ce que vous permettez, on regroupe 3-4 questions, si vous voulez bien. Catherine? Après. Alors, dans le fond, voilà, oui. Il y a longtemps qu'il a levé la main. Je vous en prie. Vous vous présentez? Oui, alors Bernard Havet, principal de collège en retraite, auteur de principal de collège ou imam de la République. Je remercie Charles Courtel de m'avoir salué tout à l'heure. Moi, je dirais, il y a quelque chose qui me dérange, Monsieur Antoven, quand vous dites interdire. Moi, je pense que j'ai pu fonctionner dans des situations extrêmes que parce qu'à un certain moment, j'avais des repères et des lignes jaunes. Et je pense qu'entre la laïcité dont on débat là tous ensemble et la laïcité, moi je dirais, du quotidien, que des profs dans ces territoires perdus de la République, dans la réhabilitation à travers la médiatisation de ce livre et les critiques violentes que j'ai pu avoir, c'est quand même le rapport Aubin. 2004, on savait. Et quand j'ai des collègues chefs d'établissement marseillais qui répondent dans le Figaro « Ah oui, mais on a tous eu des surveillants prosélytes », je prends peur. Et j'ai l'ancien président de mon syndicat, j'ai peur. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'interdire. Il ne faut pas avoir peur de poser des jalons, de poser des limites. Il ne faut pas avoir peur de former des profs qui deviennent, à l'heure de Facebook, à l'heure d'une problématique. Moi, quand des enfants de 5 ans sont pris en charge par des écoles coraniques liées à une mosquée salafiste et qui, de bon droit, arrivent à dire « la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes »,
il n'y a plus le libre arbitre et que pour devenir citoyen, il faut qu'on ait des lignes jaunes et qu'on soit capable d'interdire. Voilà. Alors je donne la parole pour un autre témoignage à... Est-ce que je peux répondre tout de suite, pardon? Alors, je sais qu'il faut prendre plein de questions, mais je voudrais répondre tout de suite à pense qu'il y celle-là. a un complément, mais allons-y. Alors, j'en ai très rapidement. D'abord, c'est un honneur de vous rencontrer. Ensuite, je n'ai pas encore lu votre livre, il est à côté, il est là. Mais ce que je sais du livre que vous avez écrit, c'est qu'on a essayé, à sa parution, à toute force, de vous faire passer pour un facho. Et ça, c'est très intéressant. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire. C'est-à-dire que le seul commentaire, les seules critiques auxquelles vous aviez droit, en lisant votre livre, tout livre est imparfait, mérite qu'on le critique naturellement, mais les seules critiques auxquelles vous aviez droit étaient des critiques qui portaient sur l'intention véritable du livre qui était le vôtre, en relevant ici ou là quelques queues de cerises qui, soi-disant, iraient dans le sens d'une telle intention. C'est ainsi qu'on analyse les choses quand on veut les démonter, quand on veut les détruire, quand on ne veut pas les juger, quand on ne veut pas les critiquer. Et donc c'est très important. Je laisse la deuxième question avant d'en venir à la question de l'interdiction, parce que je pense qu'on est d'accord, en fait. Mais il y avait une autre question. Sur ce point-là, toute personne qui écrit aujourd'hui sur ces sujets, dans une bien-pensance de gauche, est islamophobe, raciste et fasciste. Je rappelle que le rapport Robin que nous avons fait publier avec Alain Sexic, c'est-à-dire à l'époque avec la mission laïcité de l'ancien HCI, ce rapport avait été commandé par le ministre Darcos, et le ministre avait refusé, dans un premier temps, de le publier. Donc, je me joins aux propos qui ont été dits et au plaisir de vous accueillir ici, mais vous avez bien fait... Raphaël, de souligner ce problème. Nous sommes systématiquement considérés comme des racistes et des fascistes, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon propos d'ouverture. Nous avons passé toute notre jeunesse à nous battre contre l'extrême droite et l'intégrisme catholique. La difficulté du combat aujourd'hui, c'est que nous devons faire face à des voix qui ont été autrefois progressistes. Nietzsche a dit on combat pour des nuances. Voilà. La nuance ici, c'est une nuance grossière, mais manifestement, c'est pas parce qu'elle est grossière qu'elle est évidente. La nuance, elle est entre laïcité et fascisme, entre laïcité et racisme. Ce genre de choses suppose ce que je veux dire, c'est que pour établir cette nuance, pour bien comprendre ce qu'il peut y avoir de raciste dans le fait d'identifier la laïcité Oui, pour bien comprendre ce qu'il peut y avoir de raciste dans le fait d'identifier la laïcité à un racisme, la première chose à faire, c'est de pouvoir en parler en classe, justement. Et c'est en cela qu'on parle d'interdit, mais j'y reviens après. Une petite remarque en passant, pour faire le lien de la matinée. Je crois que c'est Nietzsche qui dit aussi « on finit par ressembler à qui on s'oppose ouais. ». Tu me lances de l'hypérite, je te donne de la moutarde, si je puis dire. N'oublions pas qu'avant les Lumières, il y a le grand Descartes et le grand Spinoza. Le vrai qui vise à l'amour de l'humanité se suffit dans la mesure où il produit une joie de faire rayonner, mais aussi de revenir de manière critique sur soi. Donc, l'interdiction, c'est bien à condition qu'il devienne un interdit, c'est-à-dire qu'il fasse surgir l'exigence de la parole libre et, j'allais dire, l'enrichissement mutuel de la parole libre. Pas simplement de l'argument, de l'instruction mutuelle. Je pense que le beau lapsus sur l'éducation de Sarkozy, qui, de toute façon, n'en ratait pas une, quand, de nouveau, l'irruption de l'instruction publique reviendra éclairer la République, alors les enfants réespéreront, et nous avec, dans la République. C'est ça l'enjeu de M. Blacker. On n'est pas chez Beaumarchais où on se moque des noms propres. C'est trop facile, surtout en leur absence des personnes. Mais la bataille de reconquête gramscienne de l'intellectuel collectif à travers la réappropriation, comme vient de le faire Raphaël, que je salue, ça c'est maintenant, c'est pas dans 2 jours ou c'est pas la prochaine élection. Parce qu'en attendant les prochaines élections politiques, on diffère le moment de la prise de conscience, le travail sur soi indiqué par Montaigne via Raphaël. Je crois. Je souhaite que la parole circule un petit peu aussi dans la salle. Je vais donner la parole à Marie-Lou parce que Marie-Lou est une élue municipale
qui mène une rude bataille qui a été prise à partie par les islamistes et qui notamment révélait la semaine dernière la montée d'une association qui se veut de parents d'élèves et qui dénonce, cette association dénonce au nom des élèves noirs et arabes le racisme de l'école. C'est les maires, comment ça s'appelle? C'est une association Front de mer. de maires. Voilà. Front de mer. Marie-Lou, dis-nous. Oui, moi j'ai intervenu, je rejoins un peu vos paroles, Monsieur Nivet. Pardon. Parce qu'effectivement, nous, on va être la parole qui remonte le terrain où on a cette rugosité tous les jours. Et effectivement, sur l'interdit, c'est extrêmement important parce que on entend philosophiquement que il faut rester absolument ouvert et être dans cette démarche. Et c'est indispensable et ça doit être l'horizon. Maintenant, quand on est sur le terrain, la réalité est tout autre. Par exemple, moi, en tant que conseillère municipale, je rappelle qu'il y a 3 semaines, je me suis fait virer de ma majorité, sous un prétexte, parce qu'après 2 ans et demi d'être le caillou dans la chaussure, on a fini par m'expulser de la majorité, ce qui n'est pas un mal en soi. J'aurais fait le maximum que j'aurais pu faire. Mais nos combats à nous, sur le terrain, ça va être par exemple de comment stopper au maximum d'attraper en vol un sous-marin que l'on voit passer lors d'une discussion en bureau municipal, dans un couloir ou quoi que ce soit, avant même qu'il soit rendu public et que derrière on se prenne les pieds dans le tapis, comme par exemple d'apprendre que les domaines sont passés pour la vente du terrain de la grande mosquée porte de Bagnolet, alors qu'il y a un bail amphithéotique qui court sur 90 ans, donc quel est le souci? Ou, par exemple, dernièrement, il y a à peu près une semaine, effectivement, des échanges mails avec, là pour le coup, toute l'équipe municipale de la ville sur la question du front de mer et de Madame Fatima Wassak, qui, soit dit en passant, est tout de même la femme de Youssef Brakni, que j'ai attaqué, indigène de la République, que j'ai attaqué pour diffamation, et après 2 ans de procédure pas douloureuse, mais extrêmement dure, j'ai fini par gagner en appel. Mais et heureusement, parce que je ne sais pas à quelle sauce j'aurais été mangée, compte tenu de sa première relaxe. Mais ce qui est en train de se jouer, ce que je veux dire, c'est que sur le terrain, c'est bien de ne pas vouloir interdire. Mais par exemple, quand Youssef Brakni vient officiellement en plein conseil municipal, lors des instances de la République, m'insulter publiquement, et que pas un élu ne bouge, que le premier magistrat de la ville refuse même de faire une interruption de séance, sous couvert de ne pas interdire la liberté d'expression, moi, il y a un moment donné où je me dis que... alors, j'imagine bien... On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose, on est d'accord. On ne parle pas de la même chose. Celui qui fait ça devant moi, il ne parle pas. Voilà. Il n'y a pas de, il y a pas, et j'ai pas le sentiment d'être liberticide en l'empêchant de parler, si vous voulez. On ne parle pas de la même chose. Mais ce que je veux expliquer, c'est que sur le terrain, et au même titre que pour les fronts de mer, c'est bien plus compliqué parce qu'en réalité, il y a des avant-postes. Sur Bagnolet, ce que moi je dénonce, c'est une autre association qui s'appelle Ensemble pour les enfants de Bagnolet, qui, elle, met en œuvre des ateliers, qui va dans les quartiers, de manière à expliquer sur des sujets tout à fait consensuels. On va parler de la nocivité des écrans, on va parler de la malbouffe à l'école, que vos enfants devraient manger un peu moins de viande, etc. Et derrière, on monte l'association des fronts de mer et on va créer des relais. Et peu à peu, on est en train de réunir sur le terrain, au plus près, les voix qui vont permettre justement, et c'est là où il y a urgence, c'est là où c'est compliqué parce qu'on essaye on court un petit peu après le train. Et l'urgence, elle est qu'en 2020, bien entendu, derrière, il y a un vrai dessein politique de prendre des places. Ils sont déjà en place. Jimmy Parra, qui fait partie de ma municipalité, quand il compare les femmes qui avortent à des meurtrières lors d'une session plénière devant 90 élus, il est conseiller municipal. Oui, mais il a le droit de penser ça. C'est ça que je veux dire. Pardon, il a le droit de penser ça. Si, il a le droit de le penser. Il a le droit de penser que avorter. Je suis un combattant du droit à l'IVG depuis toujours, mais il a le droit de penser ça. On a le droit de penser ça. On a le droit de le penser, pardon. C'est important ça. On a le droit de le penser et on a le droit de le dire. Attendez.
Cette affaire est très complexe, mais finalement, elle se résume en quelques points très simples. Comment combattre ? Quel est le bon outil ? Quel est le bon outil ? Vous empêchez une parole, vous faites taire une parole, cette parole prospère. Prenons un exemple, le burkini. Le burkini est un vêtement incommode. Je veux dire, personne ne met le burkini pour son agrément. Voilà, c'est l'argument du plaisir n'entre pas. C'est un vêtement incommode, personne n'a envie de se baigner avec un sac. Donc personne n'a envie de mettre ça. Les arguments en faveur du port du burkini, c'était la décence, la piété, le respect, le scoutin, jamais le plaisir. Donc à aucun moment, c'est une décision qui n'obéit, si vous voulez, au principe de plaisir. On peut décider qu'on s'y oppose, que c'est infâme, que c'est scandaleux. Si on le fait, ceux qui sont verbalisés parce qu'ils portent le burkini sont, ce qui aujourd'hui n'est plus possible, sont les gagnants. Sont gagnants. C'était le cas il y a 2 étés, quand il y a eu la polémique sur le burkini. Ils étaient gagnants. Chaque verbalisation était une prise de guerre pour les défenseurs du burkini, pour les partisans du burkini. C'était le but. C'était le but. Je ne crois pas à l'efficacité de cela, c'est tout. Je ne crois pas à l'efficacité. Je pense que résister, c'est permettre, en l'occurrence. Résister, c'est opposer à celui qui, derrière le burkini, veut faire porter un projet de société que nous haïssons. Résister, c'est lui opposer justement, précisément. Ça n'est pas lui ouvrir la porte, c'est pas faire le gauchiste qui ouvre la porte, ça. C'est au contraire opposer, faire le libéral, c'est-à-dire défendre la liberté et lui montrer que dans un régime de liberté, la compagnie du burkini suppose que le burkini voisine avec le string et qu'il se débrouille avec ça. Et je préfère lui faire cette objection. Le string est une objection plus forte que la République. On va non. On ne peut pas réduire le débat à 2. Moi, je regrette qu'on parle du burkini, qu'on ne parle pas plutôt du voile des mamans accompagnatrices, car là, ça pose un problème d'accompagnement dans le cadre scolaire. C'est vrai. Qui là est d'une autre nature que la liberté de porter un vêtement. Mais c'est pas mon point de vue qui compte. Je voudrais qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui interviennent encore. Il y a là et Catherine, peut-être. Alors, vous êtes 3, tu as la parole, Annie, Catherine, et nous arrêterons pour déjeuner, nous reprendrons après dans l'après-midi, parce que nous devons être là impérativement à 14h. Oui, bonjour, donc Karan Mer, je suis enseignant de philosophie sur Nantes, et je voulais juste réagir effectivement à cette phrase qui est-il finalement intelligent d'interdire parce qu'on renforce l'opinion adverse. La simple chose, c'est que ça me semble peut-être un petit peu optimiste sur la nature humaine, dans le sens où cette liberté, par exemple, d'expression absolue est chez nous limitée pour éviter l'incitation à la haine pour autrui. Si cette limitation était mise, c'est parce que, comme le disait Pascal, l'homme n'est pas qu'un être de raison, mais c'est aussi un être d'imagination. Et alors simplement ma question, c'est ne faut-il pas à certains moments, pour éviter justement que l'imagination prenne le dessus, fixer des cadres ? D'où le lien peut-être avec la loi de 2004 dont vous avez parlé, qui ne concerne pas seulement l'imposition aux élèves d'une laïcité d'abstention, mais la nécessité aussi de leur donner des cadres de façon à ce que le débat puisse se faire en favorisant la raison le plus possible. Alors, Allez-y, si vous préférez répondre. Non, pardon, finis les questions. Si vous voulez bien, bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Après, c'est pas pour vous censurer. J'ai compris. Je me suis jamais senti censuré de ma vie. Pas commencer. Voilà, c'est pas ici que je vais le découvrir. Annie Sugier, présidente de la Ligue du droit international des femmes. Il y a un crescendo dans la question du voile et de l'invisibilisation du corps des femmes. On a commencé avec Creil, on a eu le voile intégral, on a vu dans le sport fleurir les voiles, on a la poupée Barbie maintenant voilée, on a le burkini au moment même où il y a ces attentats épouvantables. On a maintenant des fillettes de 4 ans qui sont voilées. Donc, face à ça, vous nous dites que la meilleure solution, c'est finalement la liberté. Mais vous caricaturez ce que je dis, c'est fou. Hein. Depuis que j'ai dit ça, enfin bon, pardon. Il m'arrive exactement ce que je dénonce, je suis enfermé dans un truc. Voilà. Allez-y, pardonnez-moi. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu le lancer de nains qui a été interdit, on a considéré que c'était contraire à la dignité humaine. C'est-à-dire que tout le problème, il est là. Il est de savoir, c'est pas l'interdit la question, c'est de savoir pourquoi on interdit. Si on interdit simplement parce que c'est un vêtement, vous avez raison.
Si derrière le vêtement, on est capable de décrypter ce que signifie ce vêtement, que ce vêtement, c'est au fond toute l'histoire de l'oppression des femmes. Qu'est-ce que c'est que l'oppression des femmes? C'est l'enfermement des femmes dans l'intérieur, le monde extérieur, le monde de l'aventure, le monde de la vie. C'est pour les hommes, eh bien, l'invisibilité du corps des femmes, c'est-à-dire la condition qui est posée à leur présence dans l'espace public, c'est une atteinte à la dignité des femmes. Et pour moi, dire que même si le nain était volontaire pour participer au lancer, eh bien, c'était contraire à la dignité humaine, le port du voile est contraire à la dignité humaine. Catherine, tu préfères parler cet après-midi ou... Eh bien maintenant, je t'en prie. Non, mais comme ça, Raphaël pourra répondre tranquillement. Catherine. Voilà. D'abord, je me présente, Catherine Kinsler. Je suis l'une des signataires du fameux appel de 89 et c'est pour cela que je me sens tenue d'intervenir après avoir entendu Raphaël Enthoven, que je voudrais d'abord remercier pour nous avoir rappelé qu'on ne combat pas les identitaires en se mettant à leur ressembler. Alors, il y a 2 points sur lesquels je souhaitais intervenir, et ça me donne un sacré coup de vieux, d'abord 89, et puis Ricoeur aussi, parce que il a été mon professeur. Paul Ricoeur a été mon professeur d'une clarté absolue, mais là, je trouve qu'effectivement, laïcité d'abstention et laïcité de confrontation, c'est peut-être pas les bons termes. Laïcité d'abstention, oui, mais pas de confrontation. Pourquoi ? Parce que la question, je crois que Ricoeur a vu quelque chose d'essentiel, à savoir, le régime laïque n'est pas simple, il est duel. C'est-à-dire qu'il y a le principe de laïcité qu'on peut appeler laïcité d'abstention, qui s'applique à la puissance publique, à ceux qui dépendent, à ceux qui participent de la puissance publique, et tout le reste. Et il ne faut pas oublier que tout le reste est libre dans le cadre du droit commun. Donc il n'y a pas raison d'appeler laïcité ce qui est simplement la liberté de la société civile. Je ferai remarquer que le premier domaine est limité. Il est limité, et donc il faut à chaque fois faire une loi si on veut l'étendre. Ça a été le cas en 2004. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pourquoi les élèves sont-ils concernés? En fait, pas par la laïcité, mais par une discrétion. Ce n'est pas tout à fait le principe de laïcité, mais enfin, mettons les choses en gros. Il a fallu une discussion, savoir pourquoi ce ne sont pas des usagers d'un service, etc. Bon. C'est limité. Et là, on revient à la fonction de l'interdit. C'est la fonction libératrice de l'interdit, dans la mesure où tout ce qui n'est pas expressément interdit par la loi est permis. C'est ça la fonction libératrice de l'interdit. Donc, j'ai longuement travaillé sur la question, je ne vais pas vous faire un cours, mais le régime de laïcité comprend cette dualité. Il comprend ces 2 principes, le principe d'abstention, de réserve de la part de la puissance publique et de ceux qui participent d'elle, et d'autre part, la liberté de la société civile illimitée, et qui est tenue par le droit commun. Bon, alors dans ce cadre-là, évidemment, on a le droit de se baigner en soutane. On a le droit de se baigner en soutane, mais on a aussi le droit de dire tout le mal qu'on pense de se baigner en soutane. Donc là, la question, ce n'est pas une objection, Raphaël. C'est au contraire, j'apporte de l'eau à votre moulin. Donc il y a non, ici... je le découvre, c'est bien. Non, bien sûr. Tant qu'on n'arrive pas à faire la preuve que derrière le voile, il y a marqué les femmes sont inférieures, on ne peut pas intervenir, et c'est de l'ordre de la société civile. On a le droit de leur faire la gueule, ça c'est sûr, tant qu'on ne s'en prend pas aux personnes. C'est le droit commun. Donc là, il ne faut pas confondre le domaine de la loi et le domaine de la norme sociale. La laïcité ne serait rien si elle n'était pas soutenue par la vie des citoyens, par la vie même des citoyens, c'est-à-dire que tant que le port du voile, c'est quelque chose qui est remarqué, remarquable, que ce n'est pas banalisé, alors on peut toujours avoir de l'espoir
pour le soutien du principe de laïcité dans le domaine de la puissance publique. Voilà, je crois qu'il faut bien séparer les choses. Alors, s'agissant du voilement des fillettes, là, il y a peut-être un terrain, effectivement, législatif à creuser, parce qu'il peut, effectivement, être l'objet, avoir pour conséquence des effets pour le développement de l'enfant, etc. C'est toute la question du droit de l'enfant qui est posée. Bon, là, il y a un chantier qui va certainement s'ouvrir. Bon, voilà, ça, c'est le premier point. Donc, une petite critique de Ricoeur. Laïcité de confrontation, non, il y a une laïcité d'abstention et nous avons dans le domaine de la société civile la liberté dans le domaine du droit commun. Alors le deuxième point, c'est ça pour ça que je souhaitais, enfin que je me suis sentie tenue d'intervenir, c'est l'appel de 89. Alors moi je ne suis pas je n'ai pas à sonder les reins et les cœurs de chaque signataire, je ne pourrais pas me prononcer pour Alain Finkielkraut, je peux simplement vous dire pourquoi je l'ai signé, moi, et ça a été vraiment un appel qui a été coécrit. Je vous donne un scoop, j'ai les brouillons chez moi. J'ai les brouillons manuscrits chez moi. Avec l'écriture d'Elisabeth ? Avec les écritures. Donc, mais je ne peux pas en faire état dans la mesure où il faudrait que les différents auteurs en soient d'accord. Bon, donc, je ne vous les montrerai pas. Et je ne vous dirai pas qui a écrit quoi. Je ne peux pas. Bon, voilà pourquoi moi j'ai signé cet appel. J'ai signé cet appel et ça rejoint le sujet que Raphaël Enthoven a abordé, a traité. Je l'ai traité parce qu'il m'a semblé que c'était un appel à l'échappement, à la respiration. Qu'est-ce que disait cet appel ? Je ne le sais pas par cœur, mais il disait « L'école doit offrir à ces jeunes filles, mais à tous les élèves, une double vie. Une vie à l'abri de l'uniformisation. Mais cette uniformisation, elle est temporaire. Alors, bien sûr, on pourrait, là, faire la balance entre justement la liberté de la société civile et la laïcité de l'État, de la puissance publique. Le danger, effectivement, c'est qu'une uniformisation empiète, ou plutôt recouvre une autre. Si on interdisait le port des signes religieux dans la rue, partout, etc., tout le temps, ce serait une uniformisation d'État. Et là, à quoi bon la laïcité si c'est pour que plus personne ne s'exprime ? Il n'y a plus de liberté. Le but, c'est la liberté, quand même, bien sûr. Mais l'inverse est vrai aussi, on ne le voit pas toujours, mais vous l'avez très bien montré dans votre intervention, c'est que l'uniformisation, c'est aussi celle de la collection de ce qu'on appelle les communautés, qui imposent à leurs prétendus membres d'abord d'adhérer, et puis, une fois qu'elles ont adhéré, de se conformer à un certain style de vie, à des mœurs, de manger certaines choses, de s'habiller d'une certaine manière, de penser d'une autre manière, de ne pas dire ceci, etc. Voilà, c'est cette respiration, c'est ça la respiration laïque. C'est ça la respiration laïque, c'est-à-dire qu'il y a des lieux, des moments où on peut échapper à l'uniformisation éventuelle de sa propre communauté, à laquelle on peut retourner ensuite, bien sûr. Et là, ce n'est plus une adhésion sans distance, c'est une adhésion qui a effectué un pas de côté. Mais cette dualité, elle n'est pas... L'État met à l'abri les élèves momentanément pour faire quoi ? Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce qu'on fait à l'école laïque ? Est-ce qu'on y fait du prêchi-prêcha laïque, etc. Il vaut mieux y apprendre à lire et faire d'autres choses de ce genre. Bon, ça, c'est une autre question. Voilà, la respiration laïque. Donc, et je termine sur le concept d'identité, c'est que ce concept d'identité, il n'est pas seulement un concept collectif, c'est-à-dire on n'est pas identique seulement par identification, ce que vous avez parfaitement dénoncé, mais c'est aussi un concept simple, à savoir l'identité comme en mathématiques. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est la proclamation d'une identité, c'est-à-dire que le sujet du droit, c'est un autre moi. Il est absolument identique à moi, et justement, cette identité, allez, lâchons les grands mots, métaphysique,
va permettre le déploiement de la singularité. C'est ça qui compte. Donc, voilà pourquoi j'ai signé l'appel, parce qu'il promouvait une identité absolue qui n'est pas une ressemblance. Le sujet du droit n'est pas une collection d'objets qui se ressemblent. Nous ne sommes pas semblables comme le sont des poules, des chevaux, des poissons rouges. Nous sommes semblables même à un extraterrestre en qui nous reconnaîtrions le principe de l'autonomie. Voilà. Et là, nous pourrions peut-être lui demander d'aller à l'école, etc. Bon. En tout cas, exercer la raison telle que Charles l'a exposée. Donc cette identité permet de déployer la singularité. La première des diversités, ça aussi, le mot diversité, il faudrait aussi la mettre dans la collection des termes que nous avons un petit peu, des gros mots, quoi. Hein. On l'utilise pour désigner des collections qui se rassemblent par des identifications imaginaires ou d'adhésion immédiate. Pourquoi pas? Mais la première des diversités, c'est celle qui existe et qui devrait exister entre les individus. Et on revient donc au sens premier du terme identité. Voilà pourquoi j'ai signé cet appel. Je ne l'ai pas en tête, je ne peux pas vous le réciter par cœur, mais il disait, voilà, que chacun échappe. J'ai coutume d'utiliser une formule, vous la réentendrez ce soir, Raphaël, puisque nous serons tous les deux chez Marlène Schiappa pour intervenir sur la laïcité dans le cadre de l'égalité des hommes et des femmes et des hommes. On dit maintenant c'est l'ordre alphabétique. Hein. Bon. Eh bien, on ne peut pas imaginer un contrat social dans lequel le promeneur solitaire soit impossible. Et pour se faire une idée juste du promeneur solitaire, il faut faire d'abord l'hypothèse que c'est une promeneuse. Là, vous avez une idée juste. Alors, je suis pas hostile à la féminisation des noms, mais je suis tout à fait opposée à l'écriture inclusive, et pas seulement pour la raison que vous avez donnée. Mais ça, il y en a beaucoup, des raisons d'être hostile à l'écriture inclusive. Raphaël Enthoven, si vous voulez d'un mot conclure cette matinée. Donnez-moi un long mot, c'est-à-dire une intervention brève. Mais parce qu'il y a tant de contenu que ce serait mal traiter les questions que d'y répondre trop vite en très peu de mots, aussi peu de mots que possible. Vous parlez d'identité métaphysique et vous avez raison. Reste que au cœur on fait une seconde de métaphysique, au cœur de la notion d'identité, il y a une ambivalence, puisque l'identité, c'est ce qui fait que je suis moi et personne d'autre, et dans le même temps, le mot lui-même me renvoie à être identique à. Donc l'identité est à la fois le mot qui nous singularise, qui désigne une singularité, et qui, dans le même temps, dans le même mouvement, simultanément, nous inscrit dans un rapport, non pas d'uniformité, mais d'égalitarisation, si vous voulez, avec autrui, ou de mise sur le même plan de l'autre, d'un alter ego. Et c'est important ça, parce que le cœur du paradoxe, c'est votre carte d'identité, qui ne parle que de vous, mais que vous avez en commun d'avoir comme tout le monde. Si vous voulez. La notion même d'identité est à la fois, plus l'identité, ce que je veux dire ici, c'est que plus l'identité va dans le sens de l'affirmation belliqueuse d'une individualité nationaliste ou dure, rigide, plus elle est moutonnière. C'est ça que je veux dire, c'est ce lien qu'il y a. Et ce lien entre la moutonisation de l'individu et l'affirmation et cette espèce d'érection patriotique, si vous voulez, me semble un lien que le mot lui-même d'identité, au sens métaphysique du terme, permet de comprendre. Maintenant, pour vous répondre très rapidement, parce que tout ça, c'est des débats qui dureraient des heures, des jours, des journées, des mois, des années, je vous dis juste comment je travaille. Prenez par exemple la LAB. Bon, la LAB. Je n'ai pas encore bien regardé le front de mer, mais la LAB. La LAB, c'est très intéressant. Donc, c'est une association féministe. Magnifique. Donc, chère la LAB, vous qui êtes féministe, défendez-vous les femmes qui enlèvent le voile. C'est tout bête, c'est une question. Ça les a congelées, cette question. Elles ont mis 3 jours à ne pas me répondre. Ça les a congelées. Vous êtes féministe. Vous défendez. Pareil, au moment du burkini,
est-ce que les partisans du burkini, donc, puisque c'est au nom de la liberté qu'ils défendent le burkini, magnifique, la liberté est formidable, la liberté de se nuire, liberté de mettre le burkini, vive la liberté. Dans ces conditions, est-ce que vous défendez le port du string sur les plages de Riyad? Par définition, c'est la liberté, donc la liberté ne se négocie pas, on ne va pas s'arrêter là. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous posez ce genre de questions, vous levez des lièvres en fait. Vous levez des lièvres, puisque la réponse que vous obtenez, c'est, je mets de côté les injures, l'essentialisation, les sales juifs, les je sais pas quoi, les fascistes, les bouffeurs d'enfants, mais on met de côté ça. Ce qui est intéressant, c'est l'énergie que mettaient mes camarades universitaires, certains à l'intelligence exceptionnelle, je dois dire, à déconstruire, discréditer, démystifier la question que j'avais posée, à expliquer que cette question ne pouvait pas être posée, qu'elle n'était pas bonne. Et les salmigondis, les arabesques, c'est le cas de le dire, universitaires, pour déconstruire cette question qui n'avait pas le droit d'être posée, c'est-à-dire pour esquiver tout simplement la réponse toute simple. Vous êtes partisan de la liberté, donc la liberté partout. Vous n'allez pas arrêter, ou alors c'est la liberté que en France. Pour vous, la France, c'est sacré. Et immédiatement, ils étaient enfermés dans une position et un discours qu'ils récusaient. C'était très intéressant. Travailler de cette façon-là, c'est une autre façon, si vous voulez, de lutter. Et j'ai tendance à penser que lutter par le paradoxe, ou tout simplement prolonger un discours, prendre au sérieux un discours. La LAB est une association féministe, ok, on vous prend au sérieux, donc on va décliner ce que c'est que le féminisme, et puis on va voir jusqu'où vous l'êtes. Prendre au sérieux un discours, le faire de façon candide, faussement candide, prendre un discours au sérieux, pour ensuite voir jusqu'où ce discours résiste, et dans quelle mesure il est l'alibi de l'entrisme, c'est une façon de lutter que permet justement le fait que tout cela ne soit pas interdit. Si tout cela était interdit, tout cela prospérerait exactement comme le négationnisme prospère aujourd'hui. Pardon de le dire, excusez-moi, c'est un autre débat bien sûr. Moi, je préférerais avoir un négationniste en face de moi, ou que des historiens se prennent les propos délirants d'un négationniste, ou que des philosophes montrent à quel point la méthode elle-même est malhonnête, plutôt que d'être privés de ce débat et de les entendre et de les sentir prospérer comme une nappe phréatique de boue là où nous posons le pied. C'est comme ça que je bosse. J'ai besoin de liberté pour bosser, sinon il n'y a pas. Et Condorcet, que vous connaissez mieux que tout le monde, ne dirait pas le contraire de ce point de vue, je crois. Deux petites choses encore très rapides, vraiment. Le premier point, la laïcité de confrontation. Il faut s'entendre sur le sens qu'on donne à cette expression. Si par laïcité de confrontation, on entend le fait que chacun reste dans sa religion finalement et qu'au nom du respect des individus, on maintient ou on cantonne chacun dans une définition essentialisée de lui-même ou dans une fierté de lui-même, c'est la misère, c'est la mort du débat. Si la laïcité de confrontation, c'est le droit qu'on a de dire quand on est juif à quelqu'un qui est musulman, je trouve ma religion plus intéressante que la tienne, et inversement. C'est-à-dire, c'est la possibilité d'être en débat, non pas d'être dans un œcuménisme où soudain tout le monde est frère, on ne sait plus pourquoi il y a 3 monothéismes, puisqu'apparemment tout le monde pense la même chose, mais d'être exactement dans un débat, dans une confrontation. Tiens, il y a 3 monothéismes. Le rapport à la lecture littérale, le rapport à l'interprétation, le rapport à l'herméneutique, le rapport à la transcendance n'est pas le même. La laïcité de confrontation, c'est prendre en charge ce genre de débat. C'est très important. C'est très important, on ne sort pas de la République quand on fait ça. On entre précisément en République. Et ça ne veut pas dire qu'on met la question de Dieu dans la République. Ça veut dire juste que le fait religieux fait lui-même l'objet d'un examen et d'un débat et que les conditions de possibilité d'un débat sont là. Quand dans une classe, un élève refuse de débattre ou un élève refuse d'entendre ce que son prof a à lui dire parce que sa religion lui dit le contraire, il faut déconstruire ça et il faut pouvoir le faire et il faut pouvoir... La seule possibilité de le faire, c'est la liberté, c'est en l'occurrence une liberté d'expression et une liberté de déconstruction de la part du professeur. On n'avancera pas si on met un éteignoir là-dessus, parce que la flamme ne s'éteindra pas. Et je voudrais finir en prêchant pour ma paroisse, c'est trop rapide, on n'a pas assez de temps pour rentrer dans les détails, mais juste prêcher pour ma paroisse, il y a une arme efficace quand même, c'est la philo. C'est-à-dire que si, par exemple, la philo était enseignée en classe de seconde et de première. C'est-à-dire si on faisait 3 années de philo. La philo, c'est une discipline qui vous apprend à transformer un mot, qui vous apprend à transformer un combat en débat, qui vous apprend à transformer un combat en débat, qui vous apprend que la loi, ce n'est pas le contraire de la liberté, et qui surtout vous permet qui vous raconte des histoires d'homosexualité il y a 2500 ans, ce qui n'est pas rien, hein. Et puis, surtout, qui montre à chacun que le bien le plus précieux, ça n'est pas l'opinion, notre petite opinion, ça n'est pas l'opinion qu'on se pique d'avoir,
c'est tout simplement le droit qu'on donne à celui d'en face d'en avoir une autre. Faire entrer ça dans les consciences est une arme plus efficace, à mon avis, que l'interdiction panique, même si, naturellement, tout n'est pas à permettre. Mais enfin bon, il y a trop de choses à dire, je m'arrête. Merci de votre attention.